centré, contre la tête. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Amis supporters, bonsoir, bienvenue à vous tous dans ce Synthé Night Club troisième opus. Merci d'être là parmi nous, merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Ce soir, une émission un petit peu particulière par rapport à la semaine dernière. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas eu de match ce week-end. Il y a eu un match la semaine dernière face à Lens. Et puis, parce que ce soir, nous accueillons également un VIP. Je vais en parler dans quelques instants. Le Synthé Night Club, c'est donc votre nouveau rendez-vous tous les lundis soirs à 21h, en compagnie des équipes de Synthé Inside que vous retrouverez sur Twitter, de Green Prospect, le compte qui présente notre jeune génération sur Twitter également, du talk show stéphanois et puis de peuplevert.fr dont je suis le responsable. Voilà, je m'appelle Alex, pour ceux qui ne me connaissent pas, et ils doivent être nombreux puisque je ne me montre pas souvent. Je suis accompagné ce soir de deux intervenants et également d'un VIP. Alors à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par notre VIP qui n'est autre que le périoxydé le plus connu de Saint-Étienne, Nicolas Marin. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, ravi de t'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait véritablement plaisir de t'accueillir parce que je suis sûr que tu as laissé un excellent souvenir à tous les supporters stéphanois. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Je suis également accompagné de Sylvain du compte Twitter Green Prospect. Salut Sylvain. Salut Alex, salut à tous. Ben, je suis ravi Bonsoir. d'être une nouvelle fois parmi vous et je suis ravi que Nico soit parmi nous parce que entouré de l'équipe Peuple Vert, j'étais un peu effrayé de cette émission, j'avoue. Merci à Ça va le toi. faire. Et puis le troisième luron, et vous le connaissez également par ses chroniques et par ses interventions dans les médias nationaux, internationaux, dans toutes les langues, il s'exprime, c'est le cowboy Joss Randall. Salut Joss. Salut Alex, salut Nico, salut, Bonsoir. salut à toute la team et puis bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Bonsoir. Voilà, écoutez, on va tout de suite commencer cette émission. Alors avec un petit rappel du programme de ce soir. Un programme donc un petit peu différent qui va laisser une large place à un débat. Tout d'abord, on va encore une fois commencer par notre invité avec une présentation de Nicolas Marin. Pour ceux qui ne le connaîtraient peut-être pas, les plus jeunes d'entre nous qui ne l'ont pas vu évoluer à l'époque où il jouait à l'AS Saint-Étienne, on lui posera quelques questions auxquelles il sera absolument obligé de répondre. Euh, Je répondrai. C'est gentil. Et puis ensuite, on débriefera très rapidement, à peu près aussi rapidement que le passage de Raymond Domenech au FC Nantes. On débriefera le match face à Lens. Vous nous direz un petit peu ce que vous en avez pensé. On enchaînera sur un débat qui fait toute l'actualité de la S Saint-Étienne en ce moment, c'est-à-dire Claude Puel, son projet, vers où on va, le maintien. Est-ce qu'il faut rester optimiste ou est-ce qu'il faut être un petit peu pessimiste par rapport à ce projet mené par Claude Puel? Et puis enfin, on parlera également de la prochaine rencontre face à Angers, qui sent déjà le soufre, mes amis. Voilà. Alors, Nico, Oui, c'est à toi. C'est à toi. Je vais faire une petite présentation. Alors, je vais relire un petit peu mes notes parce que forcément, je ne sais pas tout par cœur, mais tu es né le 29 août 1980.
Tu es donc dans l'année de tes 41 ans, mais tu n'en as que 40 pour le moment. Oui, c'est ça. Tu mesures 1,71 m, Ouais. sauf les jours où tu te coiffes avec la crête. Là, tu mesures 1,73 m. Ouais, oui, Euh, c'est vrai. voilà. T'es attaquant, milieu de terrain offensif, milieu excentré plutôt côté droit, c'est ça, si je me trompe C'est ça. pas? Hein? Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et tu as été formé à la JOCR, l'un des C'est ça aussi. plus beaux centres de formation de cette époque encore, où tu as dû côtoyer notre ami Giroud. C'est Alors, ça. tu es passé par Auxerre, puis tu es vite arrivé du côté de Saint-Étienne, où tu nous as bien aidé à remonter en Ligue 1, Ouais, de 2003 pardon, à 2005. En 2005, tu files à Sedan jusqu'en 2007, puis au FC Lorient jusqu'en 2009, avec un prêt à Plymouth Argyle. Je ne sais pas si je le dis bien. Comment tu dis, toi, Nicolas? Argyle. Ah, Argyle, Argyle. Argyle, d'accord. Ouais. Voilà, tu fais un petit passage par là-bas. C'était à quelle division à cette époque? C'était la Championship, c'était la deuxième division Ok, anglaise. ok. Donc, football total bien engagé. Et puis, tu files à nouveau sur une terre où l'engagement, ils savent ce que c'est, à Bastia, du côté de la Ouais, Corse. Et puis petit passage en Suisse, à Sion, puis à Lausanne jusqu'en ouais, 2012. Et puis tu ouais. t'es dit que finalement tu préférais le soleil, donc tu es parti du côté de Dubaï en 2012. Ouais, 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 Voilà, où tu as joué 17 rencontres. Euh, la Grèce, pour pas gâcher les paysages ouais, et pour pas oublier le soleil, à Auxanti, où tu as connu la Coupe d'Europe avec ouais, 57 matchs joués là-bas. Tu termines ta carrière professionnelle à l'US Boulogne avant de faire des dernières piges du côté du Sporting Toulon et de ouais. l'AS Magenta en C'est ça, Nouvelle-Calédonie. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, bah écoute, t'es un sacré globe-trotter, Nicolas Marin. Tu nous dis juste simplement où tu en es aujourd'hui et ce que tu fais? Ben voilà, ben, j'ai arrêté depuis 4 ans là. Ça fait, j'ai tiré ma révérence à 36 ans sur un dernier challenge à Nouméa. Donc voilà, maintenant je suis conseiller sportif, j'aide les jeunes à appréhender leur carrière footballistique du mieux possible, ben, éviter de faire des erreurs, voilà, se rester concentré sur le travail, être minutieux. Voilà, j'essaie de donner tous les conseils que je peux pour essayer bah, qu'ils en tirent le maximum de bénéfices. Et parce qu'on sait très bien qu'une carrière, ça tient à rien. Et voilà, le fait d'être bien entouré, je pense que ça peut les aider à faire une meilleure carrière. Après, encore une fois, que ce soit conseiller sportif ou agent, aujourd'hui, le plus important, c'est l'entourage. Le jour que voilà, le jour que j'ai arrêté ma carrière, je me suis toujours dit que c'était quelque chose qui m'intéressait de faire et toutes les erreurs que j'ai pu faire dans le passé, ben, essayer d'aider ces jeunes joueurs à ne pas les commettre. D'accord. Tu aurais conseillé à William Saliba de partir à Arsenal? Franchement, oui, oui, Hmm. oui. Parce que je pense qu'il avait fait quand même 2 saisons, je pense, bon, une demi-saison plus une saison complète où il s'était révélé. Et je pense que pour lui, à un moment donné, je pense que c'était voilà, il fallait qu'il franchisse un palier. Pas que Saint-Etienne n'allait pas lui offrir ça, mais voilà, un palier au-dessus, l'Angleterre, je pense que pour moi, c'était un bon choix. Ouais. C'était un bon choix. Bah après, je me trompe parce qu'au final, ça n'a pas été payant, même si je ne comprends pas pourquoi il n'a pas joué une seule rencontre à Arsenal. Mais après, ça, voilà, le choix des coachs et le choix de sportif est discutable. D'accord. Ok. Alors écoute, Nico, j'ai quelques questions à te poser par rapport à ton passage à Saint-Étienne, bien évidemment. Ouais, La première, c'est de savoir si, et j'espère que tout le monde s'en rappelle, ton but en Coupe de la Ligue face à Lens, ouais, en pleine lucarne, après un déboulé côté gauche, crochet vers l'intérieur, frappe lucarne, ouais, est-ce que c'est le plus beau ouais. but que tu as marqué avec les Verts? Oui, bah oui, c'est le plus beau but. Hein. En plus, j'étais frustré, j'étais remplaçant, donc je rentre pas beaucoup de temps à la fin et je mets ce but-là et c'est vrai que c'était un des plus, oui, oui, si ce n'est le plus beau but que j'ai pu mettre avec la SSE. Ouais. Ok.
Le coéquipier le plus impressionnant avec lequel tu as évolué à Saint-Étienne? À Saint-Étienne, alors il y en avait un qui sortait du lot. C'était pas, alors par le travail, c'était David Elbuik. C'était quelqu'un qui disait jamais rien, mais voilà, il était toujours à bloc, il était toujours à fond dedans dans le travail avant, après l'entraînement. C'était vraiment quelqu'un qui rechignait pas au travail. Et sur les qualités intrinsèques, c'était Pascal Fendouno. C'est vrai que c'était quelqu'un qui, malheureusement, à un moment donné, qu'on a changé le système, c'était ma concurrence. Mais c'était, oui, oui, c'était au niveau qualité, c'était le plus impressionnant. Oui. Ok. La montée avec Saint-É, est-ce que c'était le meilleur moment de ta vie? Alors de ta vie de footballeur, hein, je nuance un petit peu, mais est-ce que c'était le meilleur moment de Oui, ta vie? oui, 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 ça a été. De toute façon, vous savez, quand je fais des interviews ou des émissions, quand je parle de Saint-Etienne, de toute façon, je suis pas là. Le passé, c'est le passé, mais moi, Saint-Etienne, ça restera les deux plus belles années ouais, de toute ma vie. Parce que j'ai vécu des choses en 2 ans. L'amour que les supporters, que vous m'avez donné, ça a été indescriptible. Et c'est vrai que ça, moi, je suis quelqu'un qui marche à l'affect et ce qui s'est passé pendant les 2 ans, bah, ça a été exceptionnellement magistral pour moi. Et j'ai fait un choix de carrière épouvantable. Et de toute façon, ça m'a suivi durant toute ma carrière. De toute façon, le fait d'être parti, ça a été le moment le plus douloureux et surtout le fait que ça ne soit pas réfléchi. Et j'en veux à beaucoup de monde parce que je ne dois jamais partir. Je dois ranger mon frein, je dois me battre. Et dans un club mythique comme Saint-Etienne, l'amour que les gens me portaient, le club comme il était, la sueur qu'on s'est, quoi, les gouttes que j'ai laissées sur ce terrain-là pour faire monter le club. Quand je dis moi, c'est nous, bien évidemment, mais jamais c'est une grosse erreur d'être parti, oui, bien évidemment. Bon, ça explique peut-être aussi aujourd'hui ton activité et le fait que tu aies envie de conseiller au mieux C'est les ça, joueurs de foot. c'est Euh, ça. mais en effet, tu étais un joueur extrêmement apprécié par les supporters et tu étais la coqueluche de Geoffroy Guichard, hein, à cette époque-là, hein. Ouais, Euh, c'est vrai, ouais, ouais, c'est Moi, j'en garde franchement, même d'en reparler, j'ai encore les frissons 17 ans après, parce que c'est vrai que j'arrive, je me souviens, j'arrive, je pose mes valises à l'hôtel Mercure où il n'y a personne qui me connaît, c'était tout à fait normal, légitime. Et moi, j'avais un seul truc, c'était me révéler au grand public. Et je m'en souviens qu'une chose, on m'avait dit, Christian Villanova, qui voulait me recruter depuis 2 ans, m'a dit, mais est-ce que tu vas supporter la pression du chaudron ici et là? Et j'avais dit à Christian, Monsieur Villanova, vous inquiétez pas, je vais tout faire pour être aimé de ce club-là et c'est là, mais je pensais jamais à une montée, je pensais pas à tout ça. Et au final, bah, il y a eu tout, en une année, il y a eu tout on va dire, cet engouement, ce bonus, et c'était magie, quoi. C'était OK. super magique, quoi. Alors écoute, on va passer sur des questions très flash. Et puis, Ouais. pour terminer ce petit questionnaire, tu es plutôt Nordin ou Mendy? Le Mendy de ton époque, hein. Non, Mendy, non, Ok. Mendy, T'es oui, plutôt modeste ou compant? Compan. Ok. Et t'es plutôt Bouanga ou Marin? Ah, ça se tape, ça se tape. Non, mais on va dire Bouanga pour pas être, voilà. Mais non, c'est un bon joueur, même si Marco, il n'a pas trop de réussite cette année, mais c'est un bon joueur. Bon, c'est sport, c'est sport. Moi, je suis plutôt Marin, Oui. je te le dirai. Ah, mais c'est gentil, c'est gentil. Bon, dernière question. T'as toujours les cheveux décolorés? Non, ça y est, c'est terminé. Maintenant, c'est naturel, c'est les cheveux gris qui viennent, qui arrivent naturellement. Mais non, non, j'ai arrêté depuis que j'ai arrêté. Voilà, j'ai un garçon de 17 ans qui va avoir 18. Donc, voilà, on s'est rangé dans le bon sens maintenant. On laisse ça aux jeunes maintenant. Bon, tu sais que tu as inspiré toute une génération de Marseillais qui passent sur W9 assez, hein, voilà, donc sache quand même que tu as lancé une mode pour des générations. Non, mais c'est vrai qu'en plus, il y a un candidat de télé-réalité là, qui était sur Synthé, qui avait fait la coloration. Là, je crois, il m'avait nommé dans un snap. Ou je sais pas. Et bon, ça m'a fait rigoler, ça m'a fait rire, ça m'a fait rire.
Bon, voilà. Et puis, dernière chose, est-ce que tu t'entendais peut-être pas bien avec l'intendant de l'époque, mais je comprends pas pourquoi il te fournissait toujours en maillot bien trop grand pour toi, les maillots du Harig. J'ai jamais compris Ben, ça. il faut demander à Fred Emile, je comprends pas. Fred, il s'est trompé. Je pense qu'il devait me voir trop costaud et au final, il me mettait du L ou du XL et que j'avais besoin plutôt du S ou du M. Ouais, je vous invite à tous aller revoir des images de Nicolas Marin avec les maillots du Harig. Il y a un vrai parachute. Je suis passé du maillot d'Auxerre près du corps au parachute. Ouais. C'est vrai que c'est un peu Bon, écoute, rigolo. Nico, merci d'avoir répondu à ces questions. On se retrouve tout de suite parce que maintenant, c'est l'heure du débrief. Ça va aller très, très vite parce que, bien évidemment, Ouais, on a déjà dépassé. On va aller très vite sur le débrief avec nos deux autres intervenants. Merci, Nico. ouais. Voilà, le débrief. Alors, le débrief d'une rencontre, malheureusement, qui s'est soldée par une défaite 3 buts à 2 mercredi dernier. Eh ben, je vais donner la parole à Sylvain. Sylvain, en 1 minute, dis-moi ce que tu as pensé de ce match. Match, c'est un match stérile. Voilà, on est mené assez rapidement sur deux occasions qu'on offre, notamment la première où on fait une grossière erreur, à mon sens. Gourna qui tente de remettre en retrait et malheureusement qui lance l'attaque en adverse. Et Moukoudi qui fait preuve d'un peu de naïveté pour défendre sur cette faute qui est subie pour le penalty. Voilà. Après, moi, pour résumer, ce qui me chagrine au plus haut point, c'est la stérilité offensive qui anime notre équipe. On est capable, on a l'impression de marquer uniquement sur coup de pied arrêté. Voilà, on a la possession de balle pendant la deuxième mi-temps. Enfin, la possession, c'est un grand mot, mais c'est eux qui sont dangereux. On leur fait pas peur. On a l'impression qu'on est incapable de marquer. Oui, tout à Et fait. Eh, voilà, c'est terrible parce que plus les matchs passent et plus j'ai l'impression qu'on a du mal à se créer des occasions et il va falloir faire des points maintenant. Qu'est-ce que tu en as pensé, Joss, toi? Alors, bon, déjà, pour ce thème-là, comme pour tous les autres, ceux qui auront lu ma chronique, je suis désolé, vous avez risqué de retrouver des idées que vous avez déjà lues, mais ça prouve au moins que je suis cohérent. Moi, sur le match en lui-même, j'ai rien à dire en fait. J'ai rien à dire de plus que ce qui a déjà été dit. C'est stérile devant, c'est moyen au milieu. La seule nouveauté, c'est que ça commence à être poreux derrière, ce qu'on n'avait pas trop vu sur les 4-5 derniers matchs. Donc voilà, moi je vais faire hyper court. Pour moi, enfin, ce qui est à retenir de ce match-là, et c'est pour moi beaucoup plus, presque plus inquiétant que le résultat ou que le contenu sportif, c'est l'état d'esprit qui règne autour de cette équipe dans ce moment de sa trajectoire, dans ce qu'on voit pendant les attitudes pendant le match, et peut-être plus encore dans ce qu'on voit après le match, dans ce qu'on entend, ou ce qu'on n'entend pas, pour certains. Pour moi, la cote d'alerte, elle est là, en fait. C'est qu'on a l'impression que ça se passe dans une indifférence absolument générale, et ce groupe-là n'est pas fait ni prêt pour se battre pour le maintien. C'est pour ça que je suis très inquiet. Voilà. Oui. Nicolas, je ne sais pas si tu as vu le match, mais si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé? Et plus globalement, qu'est-ce que tu penses de la passe de la SSE en ce moment? Bah, c'est compliqué. C'est sûr, certain qu'aujourd'hui, euh, euh, je reviens où c'est stérile, comme le disait mon confrère, dans le sens où il y a rien qui se passe devant. Et c'est vrai que, voilà, à un moment donné, on sent une équipe qui est en manque de confiance. Mais ce que je viens d'entendre là, le fait que les joueurs ne prennent pas conscience bah, du réel problème, et c'est ça qui m'inquiète au plus haut point, parce que il faut prendre les points pour se sauver le plus rapidement possible, et j'espère qu'à un moment donné, ils vont être en être conscients, parce que c'est, faut pas oublier, c'est primordial de se sauver le plus rapidement possible, mais c'est vrai qu'ils sont dans une mauvaise passe, bien évidemment qu'ils sont dans une mauvaise passe. Ouais. Oui. Alors, écoutez, moi je vous propose, parce que en fait, ce débrief va nous mener très directement vers le débat, hein, et on va pouvoir un petit peu chacun s'exprimer sur le mal qui ronge l'AS Saint-Étienne. Le débat qui porte autour tout simplement du projet de Claude Puel, qui est arrivé il y a 18 mois au club, de l'inquiétude aujourd'hui qui s'empare de tous les supporters, de la posture de la S Saint-Étienne qui est clairement, non pas joue le maintien, mais
aux portes de la Ligue 2, en tout cas à quelques points, dans une dynamique assez inverse des équipes qui nous talonnent. Joss, de ton point de vue, est-ce que d'abord tu peux définir le projet Claude Puel aujourd'hui? Et de ton point de vue, est-ce que ce projet est lisible ou est-ce qu'il va vers quelque part? Bah, moi, j'y comprends plus grand-chose au projet Claude Puel. En fait, plus généralement, ma déception aujourd'hui est directement proportionnelle aux espoirs que j'avais fondés en lui. Le projet qu'on peut résumer en disant, bon, on va réduire la voilure, on va se baser plus sur les jeunes. Bon, ça, j'avais compris. Maintenant, il l'a fait de façon très désordonnée. Les résultats sont pas là. J'ai l'impression que l'état d'esprit est pas là. J'ai le sentiment que c'est un mec qui divise beaucoup, en fait. Et j'ai du mal maintenant, en fait, j'ai du mal à savoir où ça nous emmène. Ce que je vois, par contre, c'est que ça nous emmène en Ligue 2 pour l'instant. Donc, son discours, il est fait de plein de bonnes intentions, plein de leçons sur plein de choses. On en arrive pour moi à des aberrations. Enfin, je veux pas reprendre encore ce qu'ont dit les joueurs ni Puel, mais moi j'en ai marre de ces le groupe se bat, le groupe travaille bien, le groupe devrait avoir d'autres résultats. Moi je vois pas comment il aurait pu avoir un autre résultat contre Lens, quoi. Donc il y a un moment donné où je comprends plus l'écart qu'il y a entre le Puel suragressif pendant les matchs et le Puel complètement endormi pendant les confs et qui essaie de nous convaincre d'un truc qui, moi, me convainc plus. Donc, la nature du projet en lui-même, je pense toujours que c'est pas une si mauvaise idée en regardant le contexte économico-sportif de la Saint-Etienne en 2021. Sauf que lui, il n'y arrive pas en fait. Voilà, il n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on nous l'a vendu comme un mec qui était le personnage pour faire ça. Et ben, l'expérience est en train de montrer qu'il n'y arrive pas, et peut-être tout simplement que Puel, il n'y arrive plus, et que les qualités qu'on lui a reconnues il y a 10 ans, peut-être qu'il les a plus, peut-être qu'il comprend plus la psychologie des mecs aujourd'hui. En tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne pas, hein, ça c'est clair. Alors, Euh, sur le chat, Jerry Magic nous dit que le projet Puel est en un mot terminé. Alex Mamou nous dit que c'est très compliqué, qu'il a peur de la Ligue 2. On est dans une réalité très concrète là. Euh, Est-ce que, Sylvain, toi, tu penses que également que Claude Puel est à court de solutions? Est-ce que tu penses qu'il surjoue un petit peu pour faire bonne figure en conférence de presse et puis qu'en fait, derrière la vitrine, dans l'arrière-boutique, il y a une toute autre réalité? C'est bien possible qu'il y ait une toute autre réalité. Moi, je trouve que depuis le départ, il y a des choses qui ont été bien faites. Notamment, je pense qu'on a recentré le recrutement sur des pistes qui sont intéressantes et qui sont adaptées à ce qu'on est capable de faire. Je pense que le vrai problème, c'est le sportif. Aujourd'hui, je crois qu'on a une vraie identité défensive au sein de l'équipe. Voilà, on est tous unanimes pour dire que voilà, c'est une équipe qui est capable de presser haut, de répéter les courses et en transition qui fonctionne assez bien. Notre identité offensive, je me questionne de jour en jour sur quelle est l'identité offensive de l'AS Saint-Étienne. Aujourd'hui, on a reproché à Puel de ne pas avoir eu assez de temps l'année dernière. Cette année, oui, au début, on y a cru. Aujourd'hui, moi-même, j'étais très, très convaincu par son projet. J'avoue que je commence à avoir des doutes. Maintenant, on ne lui a pas donné grand-chose à Puel non plus. Il faut dire la vérité. Depuis le départ, on lui a quasiment rien donné. Et le peu qu'on lui a donné, on peut admettre que ça a été bien fait. Que ce soit Neyou, que ce soit Masson. Voilà, c'est quand même des bonnes trouvailles et c'est des plus-values au sein de l'effectif. On peut louer en Maintenant, effet Sylvain, ça peut pas être une excuse, ça, aujourd'hui. Enfin, je me permets de te couper, mais rappelle-toi Puel quand il arrive, il revendique ça. Il dit, je sais que j'arrive dans un club où j'aurai pas de moyens, mais moi je sais faire, en gros. Il l'a revendiqué, il l'a assumé. Donc aujourd'hui, ça peut en aucun cas être une excuse, ça. En tout ça cas, peut pas une en aucun excuse, cas pas, être pas une une excuse à ce qu'on voit sur le terrain. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec ça, hein.
Je suis d'accord avec toi. Par contre, on ne peut pas lui enlever qu'on travaille pendant un mois, voire un mois et demi sur un dossier qui s'appelle Mostafa Mohamed et qu'on lui donne Anthony Modeste. Et quand tu compares les profils des deux joueurs, on parle d'un mec qui va vite, Ah qui a oui, un œuf racé, ça n'a qui est strictement rien à généreux, qui est voir. Ouais. capable de répéter les efforts. Et Anthony Modeste, c'est un très bon joueur, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça a été un très bon joueur. Je ne sais pas si c'est encore un très grand joueur, mais c'est pas du tout le même profil. On peut pas s'appuyer sur Anthony Modeste dans le style Claude Puel, je suis désolé. Alors, Nicolas, toi, tu as été joueur professionnel. De ton œil, qu'est-ce qui manque à l'AS Saint-Étienne? C'est du talent, c'est de l'agnac, comme on a pu le lire. C'est un coach qui soit plus aimant, peut-être, avec ses joueurs, parce que l'info qu'on peut donner ce soir, et elle est vérifiée, je sais que Joss a les mêmes retours, je sais que d'autres ont les mêmes retours, c'est que le vestiaire est dans un état pitoyable, qu'il y a a priori deux joueurs qui sont toujours plus ou moins proches de Claude Puel et que tout le reste s'en est éloigné, jeunes Ah ouais. comme anciens. Donc toi, Nico, qui a l'expérience du monde professionnel, un vestiaire qui est dans cet état-là, comment il peut se maintenir en Ligue 1, se maintenir tout court? Bah là, c'est compliqué. Hein. Quand à un moment donné, tu n'es plus avec ton coach, s'il n'y a que deux joueurs sur tout le reste de l'effectif, parce qu'il faut se rendre à l'évidence, les joueurs, ils pensent pas au club, aux salariés, à l'identité du club, tout ça, c'est des foutaises. Moi, ils pensent à leur avenir, ils pensent, mais voilà, s'ils pensent que qu'en se mettant le coach à dos, en n'allant pas dans ce sens-là, bah, ils vont tout perdre. Pourquoi? Parce que si le club vient à descendre, ça va être très, très, très compliqué pour eux. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre conscience de la gravité. Mais après, moi, la seule chose que je m'interroge, moi, pour moi, attention, hein, je suis là pour les jeunes. Les jeunes doivent jouer, ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, je m'occupe des jeunes. Quand il y a trop de jeunes dans une équipe, ça manque trop d'expérience. Et à un moment donné, les jeunes, ils ont tendance à quand même à faire pas mal d'erreurs. Et des fois, ça coûte des points, des fois, ça coûte de la confiance. Il y a plein de petits points qui rentrent en jeu. Et au final, ben, la confiance de l'équipe, c'est compliqué. Et au final, euh, cette alchimie, c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué. On voit des jeunes à Saint-Étienne qui, soi-disant, ont du potentiel et du talent, et on ne veut pas en douter. Mais quand tu vois Adil Aouchiche, quand tu vois Charles Aby, quand tu vois Madi Camara, quand tu vois ces jeunes joueurs-là, toi, déjà, est-ce que de ton œil expert, tu y vois du talent? Ou est-ce qu'on est en train de nous survendre des joueurs ou des joueurs tout simplement qui sont toujours juste en post-formation et qui ne peuvent pas évoluer en Ligue 1 aujourd'hui? Non, non, mais aujourd'hui, un jeune comme Aouchiche, un jeune comme Lucas Gourna, je veux dire, comme Madi. Bon, Madi, lui, il a quand même il a un peu plus d'expérience, donc C'est vrai. voilà. Mais après, tous ces jeunes-là, je veux dire, vous remettez les clés à un moment donné quand il y a le petit jeune aussi, là, qui n'a pas son numéro, le petit. Je sais plus j'ai perdu son nom, qui joue devant, là, bon, il y a Charles Aby, il y a Lucas Rivera. Gourna. Il y a aussi Rivera, 2002. Il y a Ouais. aussi le petit 2002, le petit Matt de Pau, là, Mouefek, c'est ça? Ah, Mouefek, ouais, 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 Mouefek, qui est milieu de terrain, relayeur. Hein. C'est Voilà, ça, mais vous hein? vous rendez compte, quand il y a 5-6 joueurs comme ça, 2002, 2003, je veux dire, les jeunes, je veux dire, là, on joue contre des mecs, je veux dire, ils ont de l'expérience, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, attention, ils ont du talent, hein. Je dis pas qu'ils n'ont pas de talent, mais pour moi, ils sont pas encore prêts, quoi. Ils sont pas encore prêts. Et pour moi, quand tu mets à un moment donné, il y a un match où ça m'avait frappé, j'avais vu Sainté, il y avait le numéro 33, 34, 36, 37, 38. Non, mais attends, je veux dire, trop, il y a trop. Moi, je suis pour les jeunes, attention, mais quand même, il faut que ça reste cohérent, quoi. Je veux dire, on peut pas, on ne joue pas, on fait pas un tour de Gambardella, quoi. Je veux dire, il faut quand même de l'expérience. Je veux dire, moi, je m'en souviens, au CER, quand on jouait, il fallait avoir centaines de matchs en réserve pour avoir un peu d'expérience, aller dans le dur. Là, il y a des gamins, ils n'ont même pas une saison de 19, de 19, quoi. Je veux dire, après, moi, c'est mon point de vue. Moi, je pense qu'il faut trouver le Hmm. juste milieu. Moi, je pense que c'est dans ça pour moi, où ça pêche un petit peu. Joss, Nico, moi j'ai une ouais. question pour Nico. En fait, il y a un sujet qui m'intéresse dans ce qui a été évoqué.
Toi, parce que ça peut confiner un peu au fantasme, ça, pour les fans, spectateurs que nous sommes, mais quand les journalistes parlent d'un vestiaire qui a été complètement lâché, par un coach qui a été complètement lâché par son vestiaire, ça, c'est des choses qui existent vraiment. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, que ça soit exprimé ou complètement caché, il y a un phénomène de groupe qui fait que le groupe ne suit plus le coach, enfin, n'est plus derrière lui, n'est plus. Ouais, ça, tu l'as vécu, ça? Oui, moi je l'ai vécu à Sedan, l'année où on descend avec Serge Romano. Bon, un super mec, hein, et tout, mais à un moment donné, ça y est, parce qu'à un moment donné, il y a des choix qui sont incompréhensibles. Donc il y en a un qui va parler à l'autre, l'autre qui va parler à l'autre. Donc au final, vous savez, c'est un peu, voilà, tout le monde se met. Et c'est ça justement qui m'intéresse, c'est que du coup, toi qui as vécu un vestiaire qui a lâché le coach, vous parlez entre vous, enfin, il y a des espèces de réactions un peu collectives, c'est-à-dire que les joueurs se regroupent contre le coach, ça existe ça? Ben, oui, ben, à un moment donné, vous faites des réunions pour essayer de crever l'abcès sur ce qui ne va pas. Donc, vous faites un petit repas. Donc, des fois, ça part un peu en béburine parce qu'il y en a un qui n'accepte pas la critique. Après, ça revient. Ouais, mais tu as vu le choix du coach, toi, il t'a mis, t'as mis. Donc, ça crée un débat. Et au final, à un moment donné, ben, il faut chercher un fautif. Et dans 99% des cas, c'est c'est Ouais, toujours le c'est plus coach. Je veux facile de dire. s'en prendre au coach parce qu'il est tout seul. Et Eh ben, toi, et pour terminer, est-ce que ton sentiment, toi, qui vois jouer la SS, est-ce que tu penses qu'on en est là? Est-ce que dans ce que tu vois, toi qui as une sensibilité de joueur qui a vécu ça, est-ce que tu penses qu'on est dans la situation où les joueurs en sont là et ont lâché le coach? Moi, franchement, non, moi, j'ai pas vu, j'ai pas ressenti ça. Moi, je ressens beaucoup d'inexpérience, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup d'erreurs individuelles, il y a beaucoup de, voilà. Et après, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, des joueurs comme Lucas Gourna aussi, c'est des super joueurs, mais il faut du temps. Il faut du temps. Aujourd'hui, des 2002, voire des 2003, à part à Saint-Étienne, je veux dire, à part Mbunku qui joue à Rennes, ou sinon, tous les autres joueurs, ils sont sur le banc, ils rentrent des 15-20 minutes. Et là, c'est pas le cas à Saint-Étienne. Je veux dire, je veux dire, ils ont du temps de jeu. Mais attention, c'est bien pour eux, hein. Ça les prépare. Mais aujourd'hui, on ne peut pas préparer sur l'aspect. Il faut regarder aussi l'aspect économique. Ok, on a économisé en vendant Fofana ici et là. Mais si derrière on descend en Ligue 2, ça va être catastrophique, hein. Entre le Covid, les médias Ouais. pro et la descente, euh, voilà, à un moment donné, il faut vraiment, vraiment faire attention parce que c'est bien de faire jouer les jeunes, mais la situation du club, je trouve, qui est super importante, quoi. Il faut faire attention. Euh, Sylvain, concernant Claude Puel, est-ce que aujourd'hui la vision qu'on en a et de ce projet, donc qui est de reconstruire, hein, on a bien compris hein, qu'il n'était pas venu uniquement pour refaire la peinture, hein, mais bien pour reconstruire la bâtisse, est-ce que finalement il n'est pas jugé un peu sévèrement, sachant qu'il y a 18 mois, on savait que la S Saint-Étienne était déjà en grand danger après Ghislain Printemps, que la S Saint-Étienne financièrement était dans le dur. Il est arrivé, est-ce que c'est pas lui qui essuie les plâtres de tout ce qui a été fait auparavant finalement? Il essuie forcément certaines choses qui ont été faites auparavant, notamment l'explosion de la masse salariale du club. Exactement. Après, je pense que il est nécessaire de dire qu'il n'a pas eu la marge de manœuvre qu'il voulait durant le premier mercato qu'il a fait, le mercato d'été. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait beaucoup de joueurs dont il aurait souhaité le départ, et ça n'a pas été le cas. De ce fait, il n'a pas pu se renforcer comme il souhaitait. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Cumulé à ça, comme l'a très justement dit Nicolas, Média Pro, Covid, stade vide, billetterie à la baisse, tout ça, forcément, on va avoir à un moment donné des éléments qui se rajoutent, qui viennent mettre du plomb dans le projet et qui créent une forme d'inquiétude la plus totale. Après, au-delà de tout ça, moi, ce que je voulais dire, et rebondir sur ce qu'a dit Nicolas, il dit il y a trop de jeunes. Je suis totalement d'accord avec lui. D'ailleurs, on peut faire un constat. Combien de matchs cette année on a gagné en se disant putain, on a fait un braquage aujourd'hui? Zéro. Zéro. Alors que les Oui, années précédentes, il y a des matchs où on se serrait les miches, on gagnait 1-0 sur un but de Raccro sous Galtier et ça fonctionnait. Cette année, on en est incapable. Même certains matchs où on a été plutôt intéressant, on ne prenait même pas de points. Je pense au derby aller. On ne prend même pas de points. ouais, Ah, c'est inquiétant. Joss,
on parle beaucoup de Claude Puel, on parle Ouais. beaucoup bon, des joueurs évidemment. Est-ce que certains qu'on pourrait entendre en ce moment ne sont pas un peu trop silencieux? Je veux parler de nos deux présidents. Oui, alors on va quand même, là, c'était très à charge de Claude Puel, en tout cas en ce qui me concerne. Si on veut être un peu honnête intellectuellement, il faut quand même aussi dire qu'il a un contexte particulier. Moi, je dédouane pas les joueurs, quand même, avant de parler des présidents, parce que enfin, moi, les deux déclats d'Abi, qui parlent d'un match abouti et de Nordin qui dit que le club est pas en danger, elles me font froid dans le dos, en fait. Mhm. J'espère juste que c'est des éléments de langage qu'on leur a donnés, parce que s'ils pensent réellement ça, là, la situation est grave, c'est-à-dire que les joueurs planent complètement. Et donc, avoir des joueurs qui planent complètement, pour un coach, ça va pas forcément être simple pour les motiver sur l'urgence. Après, moi, je suis estomaqué par le silence des présidents, oui. Dans cette situation-là, aujourd'hui, leur rôle, c'est d'être présent, c'est de réaffirmer les objectifs du club. Alors, taper du poing sur la table, c'est pas, d'abord, c'est un peu un marronnier, ça, taper du poing sur la table. Ça donne pas forcément toujours des bons résultats. Et l'idée n'est pas non plus de se mettre en panique totale et de hurler dans tous les médias, mais on les sent pas là, quoi. Voilà. Alors, peut-être qu'ils sont là, hein. En tout cas, je ne présuppose pas qu'ils n'en ont rien à foutre de ce qui se passe. Je pense que ça les affecte. Le problème, c'est que je pense que c'est important pour Puel, pour les joueurs, de sentir que les propriétaires sont là et et voilà, et qu'ils se manifestent. Et pour moi, tout ça participe à une espèce de truc mou dans lequel on est, et qui me rend assez inquiet, en fait. J'ai dit avec ironie, dans ma dernière chronique, que je pensais que tout le monde, à part nous, n'avait rien à foutre de ce qui se passait au club. Je suis convaincu que c'est pas vrai. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut se montrer, quoi. Voilà, il faut se montrer. Il faut réaffirmer les objectifs du club. Voilà, il faut être là. Ils sont pas là. Alors, Et je rappelle, Jos, que la dernière apparition de nos présidents, pour l'un, c'était à la télé égyptienne pour un moment mémorable et encore plus comique, un grand moment de télé, ouais, un grand moment de pour télé. un grand moment de télé. Pour l'autre, c'est par des interviews données, alors soit en effet même à un média égyptien, mais surtout en France, pour nous expliquer que Mediapro c'est une catastrophe, et puis que le Covid est là, et puis que les clubs professionnels On vont paye trop tous de mourir. charges. Et voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, il y en a un qui parle au nom finalement d'un peu tous les clubs et qui ne parle jamais vraiment de Saint-Étienne, c'est Bernard Cayazzo. On en a un autre qui, quand il intervient, fait plus de dégâts qu'autre chose. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qui a été annoncé cette semaine, c'est 35 millions d'euros, certainement, de trous à combler en fin de saison, mis à part encore vendre des joueurs. Je ne vois pas comment on va pouvoir remplir les caisses avec des joueurs qui plus est, qui vont être beaucoup moins bankable que si on avait fini septième ou huitième. Alors Alex, Euh, j'apporte juste une petite nuance à ça. D'après mes informations en tout cas, 35 millions, c'est le déficit d'excédent d'exploitation, enfin de résultat d'exploitation estimé, mhm. mais n'est pas compté dans l'exercice la vente de Fofana. Ah, Donc les 35 millions, tu vas les trouver avec la dernière série de ventes. D'accord. Euh, c'est pas cette année qui est vraiment problématique, c'est celle qui arrive. Ouais, ouais. Tu as Parce scruté que toi-même, tu as scruté un petit peu plus est-ce que au niveau des comptes, tu as des informations que. Ouais, j'ai des informations sur ceux de l'année dernière, donc c'était la même mécanique. Le déficit d'exploitation était aux alentours de moins 38 millions, qui a été compensé par les ventes. Alors, il faut remonter toujours un exercice en avant, hein. Ont été ouais. comptés sur l'exercice d'avant les recettes le produit de la vente de Rémi Cabella et de Saliba, ce qui a permis de passer un résultat d'exploitation de plus de 5 millions d'euros, les deux cumulés. Et on va avoir la même mécanique cette année, c'est-à-dire qu'on va terminer en exploitation pure, effectivement, moins 35, peut-être moins d'ailleurs, on ne sait pas trop. Et ça devrait normalement pour cette année, au niveau des comptes qui seront arrêtés le 30 juin, permettre un résultat d'exploitation positif, très légèrement positif, qui nous permettra de passer devant la DSCG sans problème. Le gros souci, c'est l'année prochaine, parce qu'il n'y a plus d'actifs à vendre. Oui. On ne sait pas ce que vont être les droits de télé l'année prochaine. Euh, L'année prochaine est financièrement beaucoup plus inquiétante que celle de cette année, hein. Oui. Alors, L'exercice qui va s'ouvrir au 1er juillet l'année prochaine. pour conclure ce débat, je vais vous demander à chacun si vous en avez un,
en quelques secondes, voilà, si vous étiez aux manettes du club, votre remède, en tout cas si vous étiez Claude Puel, hein, pas aux manettes du club, mais Claude Puel, votre remède, qu'est-ce que vous feriez dès demain pour essayer d'inverser la tendance? Nico, Ben, moi, j'essaierai de regrouper toutes mes troupes et de les sensibiliser au danger qu'il y a, parce qu'aujourd'hui, il y a un réel danger. Hein, il n'y a que 5 points d'avance sur le premier relégable. Donc, du coup, ben, il faut vraiment, vraiment se serrer les coudes, prendre conscience de la difficulté qu'il y a et se serrer les coudes tous les uns avec les autres, quoi. Je veux dire, je pense que c'est important. C'est ok, important. donc on a un Nico qui est plutôt rassembleur. Sylvain, qu'est-ce que tu ferais toi? Mais écoute, pareil, j'essaierai de rassembler parce que de toute façon, on n'a pas les Ouais, ouais. moyens de se séparer de Claude Puel et on n'a pas les moyens d'attendre 4, 5 journées pour se dire on a un nouveau coach qui va venir avec de nouvelles idées et potentiellement changer quelque chose. Donc finalement, je pense qu'il n'y a pas 50 options qui s'offrent à nous. Ok, et toi, Joss, Alors, même stratégie? moi, c'est super simple. Moi, c'est super simple. Si je suis Claude Puel là aujourd'hui, j'appelle le Saint-Étienne Club pour avoir le 06 de Nicolas Marin. Et je lui demande de venir faire une pige pendant 3 mois avec 2 missions. Un, juste essayer de faire comprendre un peu ce que c'est que le maillot vert à pas mal de gens. Hmm. Et deux, faire bosser les attaquants. Voilà. Ouais, il Ouais, recherche un mais coach un pour peu les Vous de savez, attaquants. folie. vous savez excusez-moi, je vous coupe, mais sur Twitter, on m'a mis un message. Ouais, le dribbleur fou, il driblait même le poteau de corner. C'est vrai que non, mais ça m'a fait réagir, mais c'est souriant parce que sincèrement, et c'était vrai. Mais au moins, j'avais cette faculté d'aller créer quelque chose. Moi, je sais que quand je jouais, il fallait que je crée du danger. Alors, je faisais toujours le même dribble. J'essayais de faire mon inter-exter et de centrer, mais des fois, ça débouchait sur une action. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, j'ai l'impression que on a peur de dribbler, on a peur de créer quelque chose. Il n'y a pas de prise de profondeur, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a rien. Donc, au final, ben, je préfère. Voilà, il faut tenter. Je veux dire, Saint-Étienne, le public, bien sûr, ils vont t'encourager à faire ça. Et au final, quand tu fais rien, ben voilà. En définitive, ce que tu es en train de dire, Euh, Nico, et Alex, c'est ce que tous les supporters voient, c'est qu'il y a certes de la qualité, on sait qu'on a des joueurs qui sont capables de choses, il manque juste le cœur dans cette équipe, il manque une âme dans cette équipe, mais le cœur surtout, il n'y a pas le cœur. d'ailleurs, Alex, c'est ce que disent tous nos internautes qui nous suivent. Enfin, le message qui revient souvent, c'est mobilisation générale, unité. Enfin, c'est ça Union aujourd'hui. sacrée Et- par Toyas qui dit Union sacrée. Voilà, il y en a même qui disent qu'ils veulent faire entrer les Magic et les Green pour donner un peu d'allant et de cœur à cette équipe qui en effet en manque cruellement. Je vous propose, Non, puis pour rebondir juste, je voulais juste rebondir vas-y sur ce que Sylvain. disait Nicolas. Voilà, il a raison. Il a raison. Lui, c'était un joueur qui créait des choses. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais à un moment donné, nous, on a une équipe, elle est beaucoup trop scolaire. Elle est beaucoup trop stéréotypée. Et je sais pas, le football, c'est de la créativité, c'est inventer des choses, surtout dans le secteur offensif. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont totalement bridés. Ils font des choses simples, ils surprennent. Même nous, on peut prévoir devant nos télés ce qui va se passer. C'est pas possible de surprendre son adversaire comme ça. Non, C'est c'est pas possible. impossible. T'as C'est raison impossible. Sylvain, t'as raison. Nicolas, il prenait le ballon, il driblait, il centrait à l'aveugle, et voilà, ça crée des choses. Mais sans ça, on Bien ne peut sûr. pas y arriver. Et je pense qu'on manque de créateurs et de talents. On a Romain Amouma. Moi, je pense que c'est quand on parle de Nicolas et si on se rappelle de Nicolas, on peut dire qu'aujourd'hui, Romain Amouma est un joueur aussi qui est dans la création sur le terrain, qui cherche à provoquer. Et c'est pour ça qu'on se régale encore à le voir à plus de 30 ans, parce que Ah, finalement, Romain, bah, c'est le seul qui a ce talent-là. Il est peut-être souvent blessé, en tout cas trop souvent à notre goût, mais on n'en a pas beaucoup des joueurs comme ça sur le terrain. c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Écoutez, je vous propose de passer à la dernière partie de l'émission. C'est le prochain match de l'AS Saint-Étienne. Donc, les Verts se déplacent à Angers samedi à 13 heures. Un horaire très chinois, à mon sens. Mais on va prendre, c'est comme ça, c'est la LFP. Bon, qu'est-ce que vous espérez? Pareil, vous avez 1 minute pour nous dire ce que vous espérez de ce match et puis un petit pronostic. Allez, c'est à toi, Joss.
Prendre au moins un point, parce que je ne vois pas capable d'en prendre plus contre cette équipe, mais ça relancerait le compteur points. Et peut-être que tout ce qu'on a dit ce soir, on sente qu'il soit passé quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que dans la semaine, que ces discours soient passés, et qu'on sente des joueurs concernés. Ça nous fera pas pousser, ça va pas nous faire devenir des cadors offensivement du jour au lendemain, mais au moins qu'il y ait l'état d'esprit et qu'on ramène au moins un point. Ok. Parce Un score que quand même, les 10 Joss, ou points qui pas? restent, c'est chaud. Comment? Un petit score? Un partout. Un Un partout. partout? Allez, un Mm. partout. Sylvain? Bah, j'ai envie d'être optimiste parce que quand je vois le calendrier, je cherche où est-ce qu'on va pouvoir prendre des points et je me dis que ça doit être un match où il faut qu'on prenne des points. Voilà, un petit braquage, un truc, un 1-0 pourri sur un but, un petit pointu d'Abi comme ça. Le Joss, il est obligé de faire une chronique sur Abi que je me régale, donc voilà, juste pour ça. Et Nico, le pronostic de la fin pour toi et puis tes attentes pour ce match à Angers? Ben, moi, je suis partagé sur le 1-1 et le 1-0 pour Saint-Étienne, mais je vais plus aller, voilà, je vais rester optimiste moi aussi, et je vais aller sur le 1-0 en espérant, voilà, un petit 3 points, une prise de conscience et surtout, voilà, enchaîner. Si on arrive à gagner ce match à Angers et d'enchaîner à domicile, ça serait le top du top. 6 points, ça serait bien. Après, il faut rester optimiste. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut rester optimiste. Merci Nico. Nico, petit rappel, l'AS Saint-Étienne recherche un entraîneur des attaquants. Tu peux déposer ton CV, on le fera suivre. Voilà. Tu es bien occupé avec ton activité et je trouve que tu Ouais. l'incarnes très bien et tu es un bel exemple pour les jeunes. Et j'ai aucun doute sur le fait que tu les drives bien, ces jeunes qui ont besoin des conseils d'anciens comme toi. Eh ben, Voilà. c'est En tout, gentil. Merci de votre invitation. Comme je vous ai toujours dit, hein. Saint-Etienne, voilà, j'espère que peut-être les gens m'écouteront, mais il faut qu'ils prennent conscience de la chance de porter ce maillot vert et surtout rendre fiers ses supporters parce que ces gens-là ne comptent pas pour eux et eux sur le terrain, il faut vraiment qu'ils donnent pas à 100% mais à 1000% pour leur rendre parce que c'est la moindre des choses. On peut gagner 500, 1000, 10 000, 100 000 euros. Le plus important, c'est de donner le maximum pour ce peuple et j'espère qu'ils en seront tous conscients. bah, c'est un joli mot de la fin, j'en rajouterai pas plus. Je vous remercie tous les trois. Merci à toi, Nico, d'avoir accepté cette invitation. Merci Sylvain de Green Prospect. Merci Joss d'être venu ce soir pour donner un petit peu votre avis sur cette actualité stéphanoise. Je vous rappelle que l'émission sera disponible à partir de demain sur toutes les chaînes YouTube de nos comptes respectifs, Peuple Vert, Synthé Inside, Green Prospect, le talk show. Je vous dis à bientôt à la présentation ou comme intervenant. Et puis d'ici là, allez les Verts. Et puis bah voilà, on espère une victoire samedi. Bye bye. J'espère aussi. Merci, bonne soirée. Salut tout le monde, bonne soirée et merci à Salut à tous tous. d'avoir participé. Merci Nico, salut. À très bientôt, au revoir. Tony qui va pouvoir déborder, peut centrer, comprend la tête. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.